À la page 40 du chapitre 20 de mes notes de cours, on résout la dernière situation de la section 3.4 de Séguin, situation qui s'intitule « Et qui est tout un problème ». Un vrai problème de physique comme les profs de physique les aiment. Je ne dois pas être un vrai prof de physique, parce que moi, ça me laisse un peu perplexe, dans le sens que j'ai jamais vu cette situation-là, ou ce genre de situation-là, ailleurs que dans un livre de physique. Donc j'ai de la misère à voir à quoi ça correspond dans la réalité de tous les jours. Malgré tout, ça fait quand même appel à des concepts qu'on doit être capable de résoudre. Puis si on voit ça comme un jeu, ben, là, je peux m'amuser. On prend connaissance de la situation à la page 356 de Séguin. On arrête la vidéo et on lit ce « Tout un problème ». En deuxième lecture, on identifie nos données. Donc, le ressort, évidemment, le dessin fait partie de la donnée du problème. On ne peut pas comprendre un tel problème sans avoir un dessin sous notre œil. La constante de rappel du ressort, c'est 200 newtons par mètre. Fixé au sol. Le ressort est à sa longueur naturelle au repos. Donc, présentement, on colle un bloc contre son extrémité supérieure, un bloc de 700 grammes, 750 grammes. Quand il nous disait qu'il était à sa longueur naturelle, bien évidemment, ça veut dire qu'il n'est pas ni compressé ni étiré, que son élongation, c'est 0 mètre. La masse du bloc A, on nous donne également, en passant à travers la poulie, la masse du bloc B à l'autre bout, 1,5 kg. On nous dit que la poulie est sans frottement, que la masse de la poulie, de la corde sont négligeables. C'est tous des beaux zéros là, qui n'apparaîtront pas nulle part dans le problème. Ce ne serait pas listé dans les données, puisqu'il y en a plusieurs, ce ne serait pas la fin du monde. On nous dit que le bloc B est sur un plan incliné de 60 degrés. J'ai tendance à appeler ça θx en me disant que je vais mettre un axe des x selon le plan incliné, parce qu'on faisait ça en cinématique et en dynamique. On nous dit qu'il y a un coefficient de frottement entre le bloc sur le plan incliné, entre le bloc B et le plan incliné de 0,3. On nous dit qu'on lâche le tout, donc vitesse initiale nulle. Évidemment, tout le système va avoir la même vitesse, la vitesse du bloc A et la vitesse du bloc B rattachée par une corde. S'ils avancent de 10 cm, ils vont avancer tous les deux de 10 cm, puis s'ils font ça en une seconde, ils vont le faire tous les deux en une seconde, donc ils sont rattachés avec une corde. Donc, il y a une seule vitesse dans le problème initial qui est de 0 mètre seconde. Et on désire déterminer l'étirement maximal, donc l'élongation du ressort. C'est un E, je peux l'appeler E final, qui est mon inconnu en mètres. J'aurais pu appeler ça aussi E max parce qu'il me parle de ça, mais ça ne changera pas la donnée de mon problème. C'est de trouver jusqu'où que le ressort va s'étirer avant de commencer à revenir. Ça implique donc que B va tirer vers le bas, là, que B est assez pesant sur son plan incliné pour tirer le système de l'autre côté. On désire déterminer l'étirement maximal du ressort, ce qui veut dire aussi, je connais une vitesse, mais je ne connais pas l'autre vitesse, bien, étirement final d'un ressort, ça veut dire que le ressort s'étire, puis finit par s'arrêter de s'étirer, donc vitesse finale à ce moment-là est de 0 mètre seconde. Ça fait beaucoup de choses à mettre sur le dessin. On va y aller par étapes. Donc le K, c'est probablement un petit K que j'ai mis ici à côté du ressort, qu'on voit mal un petit peu, on va tasser ça. Le E initial, c'est une valeur de 0. Je dis souvent qu'on n'a pas besoin d'illustrer, quoique la position, des fois, même si c'était des positions 0, quand on voulait montrer qu'on était à 0 en axe des X, ben on le montrait. Fait qu'ici, je pourrais toujours montrer sur mon dessin que vis-à-vis cette position-là, c'est le E initial. Donc, je me suis centré sur le centre du bloc. Donc ça, c'est ma position présentement illustrée, que le ressort est au repos, là, qui n'est ni étiré ni comprimé. MA, ben, c'est la masse du bloc A, donc probablement à côté du bloc. MB, quelque chose à côté du bloc, j'écris MB. Les zéros ici, je ne les illustre pas. L'angle du plan incliné, donc le θx. Le μc, une valeur proche du bloc et de la surface sur laquelle il glisse. Les vitesses initiales de 0, je les ai probablement pas illustrées. E final, donc ça va s'étirer, ça va descendre vers le bas. Mon E final sera quelque part ici. Après ma barre, c'est ce que j'aurais mis sur le dessin. On va évidemment en rajouter là, pour bien expliquer et documenter là, la solution qu'on va prendre. On cherche de l'élongation. On a comme outil principal le principe de conservation d'énergie.
J'y vais avec la forme delta. Je pense que la situation 10, je l'ai résous juste dans une seule forme parce qu'elle était assez long à résoudre. Notre principe de conservation d'énergie qu'on va décacher. Bon, j'y arrive. Principe de conservation d'énergie, forme delta. Donc la variation d'énergie mécanique est égale au travail fait par les forces non conservatives. Tout d'autre dans le chapitre 20, notre variation d'énergie, c'était toujours delta K plus delta UG plus delta UR. Il y aurait pu avoir plus d'autres delta U, mais il n'y en a pas dans le cadre du cours. Déjà, j'ai fait une première opération en disant que dans ce problème-là, il y a des forces non conservatives, on a du frottement, que j'ai illustré ici. Donc, étant donné que je mettais le travail d'une force de frottement, j'ai montré où était mon frottement. Évidemment, c'est parce que les deux blocs, je considère qu'ils se déplacent dans l'autre sens. Hein, à partir de la position initiale, quand je relâche tout ça, ça va se déplacer dans ce sens-là. C'est probablement pourquoi que même si mes vitesses étaient égales à 0, je les ai montrées sur le dessin. VA et VB cachés quelque part ici. Les autres sont vraiment pas nécessaires dans la résolution du problème, c'est vraiment juste pour expliquer que ça se déplace. Force de frottement, elle l'est plus parce qu'on monte le temps, qu'on calcule le travail fait par la force de frottement. Prochaine ligne, je continue à développer. Variation d'énergie cinétique, je commence à 0, je finis à 0, donc il n'y en a pas. Delta UG, j'analyse la situation. Le bloc A change de hauteur, puis le bloc B change de hauteur, donc je vais avoir deux variations à analyser, la variation du bloc A, puis la variation du bloc B. Delta UR, j'ai un seul ressort, donc je peux déjà aller chercher le chapitre 18, si j'ai bonne mémoire, donc la variation de delta UR dans un ressort. Et chapitre 16, au tout début, comment on calcule le travail fait par une force, que ce soit n'importe quelle force. Dans ce cas-ci, c'est la force de frottement. Donc, c'est la force de frottement selon l'axe des X fois delta X. Ce qu'on entend par axe des X, delta X, c'est l'axe du déplacement. C'est pour ça que je m'étais mis un pointillé pour montrer que tout le système se déplace selon l'axe des X que j'ai illustré ici. Donc, mon déplacement est sur l'axe des X ici. Donc, le delta X, ça va me prendre une valeur de delta X, puis ma force de frottement va être moins FF si on veut. On va commencer à une autre ligne, à aller plus loin. Bon, 0 est disparu. Chapitre 18, MA fois G. Et là, il y a le delta, la variation de hauteur du bloc A. Faut bien comprendre que si j'ai mis l'axe des X ici, on met souvent l'axe des Y perpendiculaire à lui. Puis si je l'aurais dessiné ici, pas obligatoire, mais mon axe des X, c'est comme ça. Hein, il suit tout l'axe des X que j'ai mis. L'axe des Y, c'est là. Là, quand on fait du delta UG, puis qu'on va dans le chapitre 18, on dit delta UG est égal à mg delta Y. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec le delta Y qui est ici. C'est plus par rapport à une hauteur, exemple, par rapport au sol. Mais personnellement, dans plusieurs problèmes, j'ai souvent mis mon axe des Y correspondant au E initial. Ou des fois, c'était l'axe des X, mais en tout cas, je mettais souvent je prenais comme référence de énergie potentielle est égale à 0, parce que je trouve que ça simplifie les problèmes. Je mettais vis-à-vis le E initial. C'est pour ça que j'ai redessiné un axe XY ici, puis je l'ai appelé prime, puis c'est lui que je vais utiliser quand je fais du potentiel. Évidemment, le problème aurait pu être fait en mettant l'axe ici. Mais là, il aurait fallu, ça n'aurait pas été aussi évident, ça aurait fait apparaître d'autres variables. Quand on le met à cet endroit-là, ce qui est intéressant, c'est de dire le bloc A va changer de quelle hauteur? Le bloc A va monter jusqu'au E final, si on veut. Fait qu'ici, E final moins E initial, j'avais ma valeur de delta E qui est ici. En plus, dans ce problème-là, en mettant mon axe ici, E initial vaut 0, E final moins E initial qui vaut 0, ça fait E final moins 0, le delta E est égal au E final. Et avec mon axe défini comme ça, le delta E me donne aussi la variation de hauteur du bloc A, le delta YA. Puis il me donne également le delta X, dans le sens le déplacement que j'ai eu sur l'axe des X. Prenez quelques secondes, arrêtez la vidéo s'il faut, mais toutes ces choses-là sont synonymes. Je vais avoir évidemment besoin aussi du changement de hauteur du bloc B, donc MB fois G, fois son delta YB à lui. Et encore une fois, c'est un delta YB', ça n'a aucun rapport avec mon axe des Y dessiné ici, c'est une variation de hauteur par rapport à la Terre. Mais cette fois-ci, en mettant quand même mon endroit d'énergie 0 égal à ici.
Et c'est pas égal, ces deux valeurs, delta YA puis delta YB, quand lui avance de 10 cm, il change de hauteur de 10 cm. Mais quand le bloc B avance de 10 cm, il ne change pas de hauteur de 10 cm, c'est sur un plan incliné. OK? 10 cm, c'est juste une valeur pour expliquer. J'ai mis deux carreaux, j'imagine que c'est 10 cm, exemple. Ben, le bloc avance de 10 cm en étirant le ressort. Ben, lui va avancer de 10 cm, mais dans ce sens-là. C'est pour ça que j'appelle aussi ça delta X. Ça, c'est une grandeur. Fait que cette cote-là, c'est la même longueur exactement que cette cote-là. Mais le bloc va avoir changé d'auteur. Il va partir d'ici, puis il va s'en aller jusqu'ici. Il va avoir changé d'auteur selon un triangle rectangle, si on veut. Fait que son delta YB, lui, là, il est à cet endroit-là, cette variation de hauteur-là. Okay? Et c'est pas la même qu'ici. Je prendrai quelques secondes pour copier la cote. Là, on voit bien que c'est pas la même longueur. Donc, c'est assez particulier là, comme analyse de la situation, si on veut. Après ça, on a le 1/2 K E final moins E initial qui vaut 0 dans ce problème-là. Puis notre force de frottement, tantôt on a dit que c'était moins FF par rapport à l'axe des X, parce que ça se réduit par rapport à l'axe des X. Et le delta X, on a mis ici que c'était égal au delta E. Que le ressort qui avance, que le bloc A qui avance, que le bloc B avance, bien, tout ça avance de la même valeur. Donc je pourrais remplacer mon delta X par delta E. Il faut voir que j'essaie tranquillement de faire apparaître tout simplement des E finales, la point d'interrogation qu'il y a là. MG, MA fois G, bien, delta YK, dans mon analyse ici, j'ai dit que c'était E final. Donc, je peux écrire E final. MB fois G, delta YB, oups, là, ça risque d'être plus compliqué un petit peu. Puis, je vais avoir besoin d'aller développer ailleurs, probablement, d'aller faire mon triangle rectangle correctement. Ici, j'ai mon 1/2 KE final au carré. J'ai mon moins FF. Et delta E, avec ce que j'ai au milieu ici, je peux le remplacer aussi par E final. Et là, je suis bloqué. Si on analyse les valeurs, je suis bloqué par deux valeurs, le E final. Bien, le E final, ça ne me bloque pas, c'est ça que je cherche. Le delta Y'B, puis la force de frottement. Donc, on va résoudre le premier, le delta Y'B ici. Bien, c'est de faire la trigo. Là. Je redessine en plus grand le triangle rectangle qu'on se trouve à avoir ici, dans le sens que par rapport sur mon hypoténuse ici, j'avance de delta E. Puis quand je fais ça, le bloc varie d'une hauteur qu'on appelle delta Y'B, puis je connais l'angle qui est ici, qui est le même angle que dans le coin ici. Donc, on va dans les annexes. Je cherche le côté opposé à un angle. Donc, le truc, c'est de prendre le sinus de θ x, va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Appliquer à ce problème-là, côté opposé, c'est mon delta YB. Je l'ai fait en valeur absolue pour ne pas avoir à me préoccuper que c'était une valeur positive, négative, ou etc. pour l'instant. Et j'ai encore ma valeur absolue de delta YB. Puis le delta E, on a vu qu'on pouvait remplacer par E final. Puis le E final, c'est une valeur qui est positive plus que le ressort s'étire. Donc la valeur absolue d'un plus 3, ça reste la même valeur. Donc je peux le remplacer là, par E final si on veut. Je vais isoler le delta YB que je cherche en valeur absolue. Donc il va être égal, E final va monter en haut de ce côté-ci. Donc c'est E final fois sin θx. J'aimerais ça enlever la valeur absolue parce que dans le problème, je n'ai pas la valeur absolue comme telle. Le E, c'est une valeur positive, c'est un étirement. Sin θx va me donner une valeur positive, ce qui veut dire que si je multiplie ces choses-là ensemble, je vais obtenir un chiffre positif, alors que le delta YB, c'est un bloc qui descend. Mais quand on descendait, quand on a un delta Y descendant, le E final est ici, moins le E initial, c'est supposé te donner une valeur négative. Donc, si je ne prends plus la valeur absolue, mais que je veux la valeur avec signe, puis ça, multiplié par ça, donne une valeur positive. Je suis comme obligé de penser à rajouter un moins là, pour qu'en bout de ligne, ça me donne une valeur négative, que ça me donne que le bloc a descendu, que c'est un delta YB qui est négatif. Et je connais le sin 60 là-dedans, j'ai un autre inconnu, mais c'est la même inconnue que tout à l'heure. Donc, pour moi, ça, je vais pouvoir l'utiliser ou utiliser la formule qu'il y a là. Donc, le delta YB qui me causait problème est réglé. La force de frottement, on est dans le domaine cinétique. Chapitre 10, force de frottement cinétique est égale à μc fois force normale. La force de frottement cinétique, c'est ma force de frottement que j'ai illustrée dans le dessin, est égale à μc fois force normale. μc est connu, mais pas la force normale. Oups, je commence à faire apparaître force normale. Je vais aller le dessiner sur mon dessin, puis probablement mettre toutes les forces rendues à ce point-là. Donc, j'ai le FG du B, puis j'ai le FG du A.
comme ça. Puis j'ai la force du ressort, donc quand il va être étiré, le ressort va vouloir tirer vers le bas. Donc la force du ressort à cet endroit-là est comme ça. Je ne dis pas que je vais utiliser toute la gang, mais quand on commence à mettre plus qu'une force, ça commence à être intéressant de dessiner, pertinent de dessiner toutes nos forces. Calcul de force normale, donc c'est soit une somme des forces Y, soit une somme des forces centripètes. Il n'y a rien qui tourne là-dedans, c'est la somme des forces selon Y que je vais faire sur, il y a deux masses, donc je dois préciser sur quelle masse je travaille, sur MB. Sur MB, ce que j'ai en Y, selon le système d'axe qui est ici, j'ai Fn dans un sens, puis j'ai Fg, mais pas à 100%. Donc là, on retombe dans, c'est un beau problème qui revise plein d'affaires, on retombe dans décomposer mon Fg en deux, un Fg qui est parallèle au déplacement, puis un Fg qui est perpendiculaire au déplacement. Mon angle θx apparaît ici, dans le même coin que j'avais là. Donc par trigonométrie, pas par trigonométrie, mais par alterne-interne, côté opposé, on peut le réécrire à ces deux endroits-là. Et l'hypoténuse ici au centre, c'est FGB. Donc, je serais capable là, de déterminer que le FGB parallèle, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, ça sera un cos, puis lui, ça va être un côté adjacent, c'est un sin. Puis dans ce problème-là, ce que j'ai besoin, c'est le FGB perpendiculaire, donc c'est lui, donc côté adjacent, ça va être un cos. Donc, je vais avoir plus Fn dans le bon sens, puis moins FGB perpendiculaire dans l'autre sens. FG, je le remplace par MB fois G, puis on a dit que l'angle qu'on allait mettre, c'était cos, c'est égal à 0. J'isole la force normale. C'est toutes des chiffres. Si je voudrais calculer la force normale, je pourrais la calculer. La connaissance, je peux la ramener dans l'équation précédente, donc la 4 dans la 3, je pourrais calculer la force de frottement, soit sous forme d'une équation, c'est μc fois force normale c'est MB fois G fois cos θx, ou je peux mettre les chiffres et je peux avoir une valeur de force de frottement. Je reviens sur mon premier blocage. On se rappelle, ça me prenait une valeur pour delta YB que j'ai calculé ici, qui faisait apparaître ma variable recherchée, donc pas de problème. Ça me prenait une valeur aussi pour FF. On l'a calculé en bas. Je peux même me rendre jusqu'à un chiffre. Donc, je vais prendre l'équation 5, l'équation 2 et je les ramène dans l'équation 1. On est vraiment dans la partie purement mathématique du problème. Donc, 1 apparaît encore en haut. MAG fois E final moins MBG fois delta YB. Delta YB, je l'ai ici. Il y avait un moins. C'est pour ça qu'ici, j'avais plus MGB. Puis en bas, c'est rendu moins MGB. Mais c'est le moins qui est ici. Après ça, j'ai E final sin 60. Ben, c'est le sin de θx. Plus une demi-K. E final au carré est égal à moins FF. Il y a un moins ici. Je m'en vais dans FF. Il y a un mu MC ici. Fait que c'est moins MUC MBG cos θx fois le E final qui est en haut. Mathématiquement, ben, j'ai des E final dans tous les termes, sauf qu'il y en a un qui est au carré. Mais au moins, je peux le simplifier une fois. Je peux diviser par E final tous les termes. Ben, ici, je fais juste barrer le 2. Il m'en reste quand même 1. J'isole le E final là-dedans. Là, donc là, l'isolation, je vous laisse la pratiquer si vous en avez besoin. On peut la faire en plusieurs étapes pour être assez bon de la faire en un seul coup. Et après ça, je pourrais mettre des chiffres dedans. Et j'arrive à la réponse finale.